Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au président Henri Bayle et aux élus du Grésivaudan de nous accueillir ce matin. On va donc commencer par l'appel des présents. Alors, Pierre Béjagy est absent. Margot Belair est absente, a donné pouvoir à Monsieur Rosa. Monsieur Yann Mongaburu est absent, il a donné pouvoir à Florent Cholat. Florent Cholat, Alban Rosa. Sylvain Duloutre est absent. Dominique Escaron, Simon Farlet, Christophe Ferrari est absent, il a donné pouvoir à Bertrand Spindler. Marc Audon n'est pas là et son suppléant Jérôme Buisson est présent. Brahim Chera, Laetitia Rabi est absente, elle a donné pouvoir à Sylvain Laval. Bertrand Spindler, Laurent Tovist, Jean-Paul Trovero n'est pas arrivé, je pense, n'est pas là. Bruno Catin, Anthony Moreau est absent, il a donné pouvoir à Luc Raymond. Nadine Reux est absente, elle a donné pouvoir à Bruno Catin. Henri Bayle, François Bernigaud est en route. Coralie Bourdelin, Christelle Maigret n'est pas là. Anne Gérin, Sandrine Martin-Grand, Christophe Suzilo et Joël Ours est absente, elle a donné pouvoir à Anne Gérin. Donc le quorum est atteint. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire, une volontaire? Ne vous précipitez pas. Non, tu as déjà fait, Coralie. Voilà. Simon, allez, Simon Farlet, pas d'opposition. Merci beaucoup. Ensuite, il nous faut approuver le procès-verbal de la séance du 15 décembre dernier. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas, je vous propose donc de mettre aux voix, pas d'opposition, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous en venons donc à la première délibération dans le domaine des ressources humaines et l'administration générale sur la délégation d'attribution du comité syndical au président. La parole est au vice-président Bruno Catin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, le premier point, c'est une modification de l'actuelle délégation du président. Ça porte sur la commande publique et ça concerne la signature des marchés et des accords cadres de fourniture et de services et de leurs avenants. Donc la délégation actuelle, elle était limitée à 428 000 euros. Elle est adossée au seuil actuel des seules procédures adaptées pour les entités adjudicatrices. Donc il est simplement proposé de modifier la délégation en permettant qu'elle s'applique quel que soit le type de procédure et de la porter en arrondissant le montant à 500 000 euros. Voilà, à titre d'indicatif, ce montant est celui qui est actuellement délégué pour le même type de marché au président de la métropole. Voilà, Sylvain. Est-ce que cela appelle des observations? Nous sommes donc dans le domaine des compétences obligatoires. L'ensemble des membres du syndicat ont droit de vote. Je propose donc de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Merci. La délibération suivante. Nous entamons le rapport sur les orientations budgétaires 2023 et la parole est toujours au vice-président Bruno Catin. Merci. Donc avant de rentrer dans le détail des chiffres, je voudrais juste faire une petite analyse sur la situation du SMAG. Donc rappeler que les orientations budgétaires 2023 qui vont être présentées s'inscrivent dans un contexte particulièrement complexe. Cette complexité, elle est due à la fragilité budgétaire du SMAG, fragilité qui découle de la dette importante portée par le syndicat sur le territoire de la métropole. Le niveau global des investissements est resté relativement mesuré depuis 2025, mais pour autant, la période n'a pas été mise à profit pour faire suffisamment diminuer la dette. En conséquence, fin 2022, le retard cumulé de remboursement pris par rapport au protocole entre la métropole et le département de 2015 est de 113 millions d'euros. Donc aujourd'hui, 538 millions d'euros d'encours pour une trajectoire de désendettement qui était initialement envisagée à 425 millions d'euros. En outre, par rapport au niveau élevé de cette dette, le niveau d'épargne du syndicat, il est faible,
Depuis 2017, l'épargne brute ne suffit plus à couvrir le remboursement en capital de la dette du syndicat et seuls les versements du département et de la métropole au titre du remboursement des actifs permettent de maintenir une épargne nette positive. Il en résulte également une capacité de désendettement particulièrement faible puisqu'elle dépasse les 30 années. Donc handicapé par cette dette et son faible niveau d'épargne, le SMAG n'est donc pas, on peut le dire, dans la meilleure situation possible pour faire face à un environnement qui devient de plus en plus difficile, avec notamment pour 2023 la nette hausse des taux d'intérêt, le contexte réglementaire avec la mise en œuvre de la ZFE qui rend indispensable pour le SMAG des dépenses de fonctionnement pour aider nos concitoyens à faire face à cette évolution. La hausse du coût du réseau MTAG qui est porté par le contexte économique inflationniste, se traduisant par un impact conséquent sur le prix de l'énergie. Et puis la reprise économique, là aussi c'est paradoxal, qui génère des tensions sur le marché du travail avec des difficultés de recrutement, notamment de conducteurs de bus ou de tram. Voilà la petite introduction sur ce que j'imagine être la situation du SMAG. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le rapport d'orientation budgétaire. Je vais vous présenter, enfin vous faire une présentation consolidée des différents des budgets. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, elles sont estimées à 217 millions d'euros contre 194 au BP 2022, ça fait 23,5 millions d'augmentation. Donc ça provient du versement mobilité, d'une participation de la métropole à hauteur de 4 millions, et puis de produits financiers. Là aussi, c'est un peu paradoxal parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a des frais financiers à 11 millions d'euros. Mais là, c'est des produits financiers issus des outils de couverture qui avaient été négociés par le SMAG. Ces recettes de fonctionnement, on a une répartition par territoire. On est presque à 200 millions pour le territoire de la métropole. On est à 20 millions pour celui du Grésivaudan. Et on est à 1,6 million pour celui du Pays voironnais. On peut noter quand même sur le camembert que le versement mobilité représente 63% des recettes de fonctionnement. Et puis, des parts qui sont identiques entre les recettes provenant des usagers, 17%, et on a également 17% pour les participations des collectivités. Donc le versement mobilité, il est à 137,3 millions contre 124 au BP 2022 et 129 effectivement perçus. L'assiette, c'est la masse salariale. Enfin, là, on ne parle pas de la masse salariale du SMAG, hein, on parle de la masse salariale des entreprises qui cotisent au versement mobilité au-delà de 11 salariés. Donc là, on a des hypothèses d'évolution qui sont favorables, 3% sur la métropole et toujours un peu plus sur le Grésivaudan, où on est à hauteur de 5%. Je rappelle que le taux de la métropole, il est à 2% et le taux du Grésivaudan est à 1,3%. Au niveau des recettes, elles sont estimées à près de 200 millions. Donc là, on a la ventilation, on est à 120 millions du versement mobilité, on est à 36 millions des recettes des usagers. La participation de la métropole, 24 millions avec une augmentation de 4. Les produits financiers que j'évoquais tout à l'heure et la participation stable de la région. Sur le territoire du Grésivaudan, les recettes de fonctionnement sont estimées à 20 millions. Là aussi, une grande majorité au titre du versement mobilité, puisqu'on est un peu au-delà de 15 millions. Et on a toujours la participation stable de la région à hauteur de près de 5 millions d'euros.
Concernant le Voironnais, les recettes de fonctionnement, c'est 1,6 million. Ça provient essentiellement de la participation de la CAPV en augmentation de 200 000 euros, et puis les recettes des usagers du parking. Concernant le département, une estimation à un peu plus de 650 000 euros, qui est en augmentation de 150 000 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, elles sont estimées à près de 200 millions contre 176 au BP 2022, soit 23,3 millions d'augmentation. Si on fait un petit parallèle à ce que j'ai dit tout à l'heure, les recettes augmentent de 23,5 millions et les dépenses de fonctionnement augmentent de 23,3 millions. La répartition par territoire, 180 millions à peu près pour la métropole, 17 millions pour le Grésivaudan et 1 million pour le pays voironnais. Les frais de personnel sont en légère baisse dans l'attente des recrutements qui sont en cours et qu'on n'arrive pas à pourvoir. Donc 5,3 millions et on va être en baisse de 4,5 millions. De 4,5%. 4,5 millions, ça aurait été exceptionnel. C'était juste pour voir s'il y en a qui suivaient dans la salle. Donc je vois que le... Alors, les dépenses de fonctionnement. La principale dépense de fonctionnement du SMAG, puisqu'elle représente 71%, c'est le forfait de charges qui sont payés à MTAG. En application du contrat, puisqu'il y a un contrat qui nous lie avec MTAG, ce forfait est estimé à 142 millions d'euros pour 2023, contre 130 au BP 2022, c'est-à-dire une augmentation de près de 12 millions. Il faut quand même noter, c'est important, que ce forfait va être éloigné pour couvrir les dépenses réelles de MTAG, puisqu'aujourd'hui MTAG nous annonce un déficit supplémentaire de près de 8 millions d'euros. Donc ces 8 millions d'euros, il y a deux solutions. C'est soit au titre de 2023, MTAG est capable de faire des économies à cette hauteur-là, soit c'est les collectivités, à travers notamment une augmentation de capital, qui devrait couvrir ce déficit supplémentaire. Donc c'est vrai que pour MTAG, il y a les coûts de personnel qui sont suite à la revalorisation de novembre 2022, la dégradation de la productivité de l'entreprise du fait d'un absentéisme conséquent qui crée un besoin supplémentaire de 65 ETP, la hausse des marchés d'affrètement, la forte hausse des coûts de l'électricité, puisque là on parle d'une augmentation de 9 à 13 millions d'euros, même si une partie sera prise en charge au titre de l'amortisseur électricité, et puis les frais financiers qui vont représenter 25 millions d'euros en augmentation de 12 millions d'euros. Au niveau des dépenses d'investissement, les dépenses d'équipement sont estimées à 37 millions. À titre de comparaison, elles étaient estimées à 24 millions d'euros en 2022, alors qu'on avait un budget primitif de 72 millions. Donc ça, on en parlera tout à l'heure sur le rapport de la Chambre régionale des comptes qui s'intéresse au taux de réalisation de nos investissements et qui trouve que là, on doit corriger un peu le tir. Même si cette diminution des investissements, ça provient il faut qu'on améliore en fait les prévisions, mais ça ne traduit pas une baisse
des réalisations à prévoir ou prévues. C'est simplement au niveau de l'estimation des montants. Donc on a quelques chiffres à donner pour la métro, pour les investissements. C'est les bus roulants au gaz, c'est l'entretien, c'est l'AMO et les acquisitions foncières pour le câble, c'est le pass mobilité, c'est les parkings, etc. Au niveau de la dette, donc je rappelle qu'on a un encours de 563 millions contre 603 au 1er janvier 2022, soit un désendettement de près de 40 millions. On peut souligner, parce que c'est intéressant, que ce dépassement aujourd'hui du désendettement, il est pour la première fois, réalisé depuis le protocole de 2015. Et je rappelle quand même que fin 2022, je l'ai dit tout à l'heure, le retard cumulé du désendettement, il correspond à 113 millions d'euros. Donc on pouvait espérer une trajectoire initiale de 425 alors qu'on est resté à 538. Donc le détail des dettes, vous l'avez un peu sur les documents. 450 millions de dettes métropole issues du SMTC, près de 100 millions d'encours au titre du protocole 2015, où là le département et la métropole mettent chacun 15,75 millions. Il y a 2 millions 100 de la dette du Pays Voronais et 0,13 millions de dette du Grésivaudan. Voilà pour la dette. Et là, je vous propose qu'on revienne au budget par budget. Et donc, on n'est plus dans une présentation consolidée des budgets. Donc, concernant la métropole, l'épargne nette est de 0,4 millions. Ça permet un autofinancement de 38% des dépenses d'équipement. Et puis, on assure le complément avec un emprunt d'équilibre estimé à 600 000 euros. Sur le budget annexe et des mobilités urbaines, l'épargne nette est de 6,2 millions. Ça permet un autofinancement de 21% des dépenses d'équipement. Et on assure l'équilibre avec un emprunt estimé à près de 20 millions. Sur les mobilités, sur le budget annexe des mobilités actives, l'épargne nette est de 300 000 euros. Ça permet un autofinancement de 34% des dépenses d'équipement. Et là, on a besoin d'un emprunt d'équilibre estimé à 600 000 euros. Globalement, il résulte de ces prévisions la poursuite du désendettement engagé avec une baisse de l'encours de dette de 20 millions qui est toutefois inférieure au rythme de 31,5 du protocole 2015. Au niveau du Grésivaudan, alors sur le budget principal et le budget annexe des mobilités urbaines, l'épargne nette est respectivement de 92 sur le budget principal, 92 kg euros et 369 kg euros pour les mobilités urbaines. Ça permet de financer l'ensemble des dépenses d'équipement et donc là, il n'y a pas besoin de budget d'équilibre. Sur le budget annexe des mobilités actives, une épargne nette de près de 3 millions qui permet de financer 60% des dépenses d'équipement. Et là, on a besoin d'un emprunt d'équilibre estimé à 0,8 millions d'euros. Concernant le Pays Voironnais, sur le budget principal, une épargne nette de 15 kg euros qui permet de financer 20% des dépenses d'équipement et la nécessité d'un emprunt d'équilibre à hauteur de 60 kg euros. Et sur le budget annexe des mobilités actives, l'épargne nette est de 268 000 euros qui permet un autofinancement de 80% des dépenses et nécessité d'une subvention de la part du Pays Voironnais de 69 kg euros. Voilà pour la présentation de ce rapport. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention? J'en profite pour saluer l'arrivée de François Bernigaud et de Marc Audon. Monsieur Cholat.
Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation, alors, toujours très complète et très bien argumentée. Je voudrais dire qu'il est souligné à de nombreuses reprises dans ce rapport d'orientation budgétaire que le SMAG est dans une situation financière difficile, ce qui n'est pas à nier. L'Europe qui nous est transmise met l'accent sur la dette importante contractée par le syndicat, correspondant des travaux sur les lignes C et D, d'abord dans les années 2004 et 2006, puis eux dans les années 2013 et 2014. À partir des années 2015, le SMTC, devenu ensuite SMAG, vous le savez, a considérablement réduit son volume d'investissement pour le concentrer sur le remplacement de sa flotte de bus pour sortir du diesel. Si le SMAG est héritier d'un lourd endettement, c'est d'abord parce que nos prédécesseurs ont développé un réseau de tramway très conséquent par comparaison avec d'autres métropoles, le quatrième réseau avec 43 km, derrière Lyon 83 km, Montpellier 60 km et Strasbourg 49 km. Le rapport insiste sur le retard de remboursement de la dette par rapport au protocole signé avec le département. Mais ce rapport oublie de signaler qu'en 2014, le SMTC percevait 73 millions d'euros de participation de ses membres, soit 36,5 millions d'euros à part égale entre le département et la métropole. Aujourd'hui, le SMAG ne perçoit que 20,5 millions d'euros en fonctionnement de la part de la métropole, somme à laquelle il convient d'ajouter les 31,5 millions d'euros en investissement au titre de la charge de la dette de la part de la métropole et du département, et 4,3 millions d'euros au titre du remboursement de la charge des transports scolaires de la région. Le SMAG ne percevait en 2022 que 57 millions d'euros de soutien de ses membres, métropole et département, contre 73 millions d'euros en 2014, soit un manque à gagner de 15 millions d'euros par an depuis 2016, soit un manque à gagner d'environ 100 millions d'euros cumulés, somme qui correspond exactement au retard des endettements souligné par le rapport. Alors certes, le SMAG et son opérateur MTAG rencontrent des difficultés conjoncturelles comme tous les opérateurs de transport, le rapport le rappelle. Baisse de fréquentation liée au Covid, télétravail, choix en faveur de mobilité alternative comme le vélo, hausse des coûts de l'énergie, hausse des taux d'intérêt. Nous ne le contestons pas et le SMAG doit rester vigilant sur sa politique d'investissement et la prioriser à la fois sur l'amélioration de l'offre et sur les dépenses présentant le rapport coût-avantage le plus important en termes de report modal en lien avec la ZFE. Mais le rapport d'audit KPMG a mis clairement en évidence le fait que pour revenir à une situation financière saine, tout en maîtrisant sa dette et continuer d'investir, il conviendrait à minima que la métropole revienne à son niveau de participation de 2014, soit 36 millions d'euros par an. À cet égard, l'augmentation de 4 millions d'euros sur le budget 2023 n'est qu'un premier pas afin de permettre au SMAG de recouvrer la capacité financière qui lui permettait de mettre en œuvre des politiques de mobilité ambitieuses via l'amélioration de l'offre, le renouvellement de la flotte de tram, le dépôt des bains, les nouvelles interconnexions de lignes. Et il conviendra de ne pas faire l'économie d'une réflexion à l'aune de ces considérations sur la pertinence du câble, ou devrais-je dire des câbles, si on en croit la délibération qui propose l'engagement de 40 jours agents dans le programme de l'agence d'urbanisme pour l'étude des projets de câbles dans le Grésivaudan. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette question importante? Madame la vice-présidente Anne Gérin. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le rapport qui nous a été présenté montre sur certains points des points de faiblesse et de fragilité du SMAG. C'est pas quelque chose qu'on découvre. Pour être anciennement au SMTC et depuis quelque temps au SMAG, l'endettement très fort qui existe aurait pu, si on avait mis effectivement l'accent sur ce à quoi était destiné le soutien à la fois du département et de la métropole dans le désendettement, être aujourd'hui un peu moins dans une situation catastrophique si on s'était donné les moyens aussi de réduire cet endettement pour permettre aujourd'hui d'aborder un petit peu plus sereinement les investissements nécessaires au SMAG. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le vice-président? Oui, sur la participation de la métropole, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, elle est de 24 millions.
auquel on rajoute les 15,75 millions du remboursement de la dette, ou 17,5 millions du remboursement de la dette. Donc on est quand même à 24 plus 17, on est à 40, quoi. Donc on peut pas non plus mettre en cause la hauteur de la participation de la métropole dans ces éléments-là, quoi. Madame Martin Grand. Merci. Simplement pour compléter ce qui a été dit par Anne Gérin, hein, je crois qu'effectivement, moi je voudrais souligner et remercier l'effort qui a été fait pour tenir l'engagement qui avait été pris de désendetter, que la participation du département et de la métropole serve au désendettement, puisque vous l'avez dit, cette année, ça a été non seulement l'engagement a été respecté et vous êtes même allé au-delà, mais dire également que l'augmentation des frais financiers, c'est pas un hasard, c'est aussi parce que les engagements précédents n'ont pas été tenus, qu'il a fallu avoir recours à des emprunts d'équilibre, et c'est ce qui fait augmenter les frais financiers. Donc on est un peu dans un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il est quand même important que l'argent qui est alloué pour le remboursement de la dette serve à rembourser cette dette, parce que sinon on s'engage dans une spirale qui va être compliquée pour les années à venir. Vice-président. Oui, je crois que cette remarque, elle est pertinente. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait une analyse très fine de la situation réelle du SMAG, à travers l'analyse du PPI, à travers les investissements qui sont proposés, à travers les frais de fonctionnement que chaque investissement ne manque pas de produire. Et puis, il faut qu'on se positionne effectivement par rapport à cette dette qui est de 530 millions d'euros. Aujourd'hui, si on la diminue de 20, on va encore réaugmenter un peu cet encours. Donc il faut qu'on ait une analyse très, très fine et très précise de la situation réelle du SMAG aujourd'hui, et qu'on en tire toutes les conséquences. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Effectivement, moi je voudrais m'inscrire en continuité de ce qui vient d'être dit sur la situation. Je crois que le sujet n'est pas de s'attarder sur les causes. Nous les connaissons toutes. Évidemment que les projets d'infrastructure de mobilité coûtent fort cher, que ce soit du tramway, d'autres projets structurants, et qu'il faut s'endetter pour les réaliser. Ce n'est pas une nouveauté. Et donc forcément, cela pèse, et a fortiori dans un contexte où le coût du crédit se renchérit. Néanmoins, comme cela a été souligné, à partir de 2015, il y a eu un ralentissement de la capacité d'investissement, et donc cette période aurait dû pu être plus mise à profit pour se désendetter. Force est de constater que ce n'a pas été le cas. Il s'agit uniquement d'un constat sur ce sujet-là, et nous voyons aujourd'hui que cela pèse, parce que nous savons que nous aurons besoin à nouveau d'investir, et c'est bien normal, à la fois pour entretenir notre matériel roulant, maintenir le niveau de service sur le parc, mais aussi certainement pour de nouveaux projets. Personne ne conteste le besoin de s'endetter et des coûts que cela représente, même si au passage nous aimerions être un peu plus aidés, notamment par les autorités nationales, sur ces projets-là. Mais il nous faut entre-temps évidemment gérer notre endettement de la meilleure façon qu'il soit. Et je crois que c'est important effectivement de souligner le virage que nous avons pu opérer cette année, parce que la situation nous a permis de nous endetter plus, de nous désendetter plus qu'habituellement, et de s'inscrire pour la première fois dans la trajectoire du protocole. Je ne suis pas certain que nous puissions le maintenir indéfiniment au regard du contexte qui s'ouvre à nous. Il faut être réaliste sur cette question, mais il est néanmoins important de le souligner. C'est aussi la responsabilité qui est la nôtre. Je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. Effectivement,
Il y a aujourd'hui 24 millions d'euros en fonctionnement qui sont assurés annuellement par la métropole. Et donc je rappelle que ces chiffres sont en augmentation constante depuis 2 ans. Il faut souligner la dynamique qui est en œuvre. Et ce à quoi nous pouvons ajouter 15 millions d'euros d'investissement également. Donc effectivement, on dépasse largement les montants d'avant. La question n'est pas de savoir qui a le plus gros chiffre, évidemment, mais c'est de bien comprendre que nous sommes sur une dynamique qui permet d'atteindre les objectifs. En tout cas, nous aurons évidemment une discussion avec la métropole sur son engagement, sur son niveau d'engagement dans les mois et dans les années qui viennent. Elle est évidemment normale. Et je veux aussi rappeler qu'en 2014, nous étions à 14 ans de désendettement, en capacité de désendettement, et qu'aujourd'hui, nous avons largement dépassé les 30. Donc il y a quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui sont très clairs sur ce sujet. Donc à nous d'être vigilants pour faire en sorte que les trajectoires soient les meilleures possibles dans le contexte que nous connaissons. Nous savons très bien que nous allons devoir faire face à des difficultés dans les mois et dans les années qui viennent, mais je crois qu'il y a des orientations et des trajectoires qu'il sera important de poursuivre. Alors, je vous propose donc de vous exprimer sur ce rapport d'orientation budgétaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, c'est donc adopté. Je vous en remercie. La délibération suivante est relative au rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CEMITAG, devenue donc SPLM-TAG comme vous le savez, sur les exercices 2015 à 2021. La parole est au vice-président Bruno Catin. Oui, donc c'est bien sur la période 2015-2021. Le rapport de la CRC a été rendu en décembre dernier. Donc, comme l'exige la loi, ce rapport doit être porté à la connaissance du comité syndical du SMAG. Donc, les principales observations du rapport, elles portent sur 9 recommandations. Donc la première recommandation, elle concerne directement les 2 actionnaires SMAG et la métropole, puisqu'elle exige que soit mise en place une charte précise du contrôle. Alors sur ce point, le travail est d'ores et déjà en cours et cette charge devrait pouvoir être proposée au vote des élus des 2 EPCI d'ici la fin du premier semestre 2023. La deuxième recommandation concerne la nécessité pour la SPL, donc MTAG, de recruter un commissaire aux comptes via une procédure formalisée. Donc ça veut dire qu'il y a bien évidemment déjà des commissaires aux comptes, mais il faut veiller à ce que cette recommandation soit mise en œuvre à l'échéance du renouvellement du mandat qui est en juin 2023. La troisième recommandation exige de la SPL qu'elle mette en place de manière systématique un recensement des besoins en termes de commandes publiques, afin de définir le niveau de mise en concurrence nécessaire conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Donc les magistrats avaient noté la faiblesse de la fonction achat au sein de l'entreprise. Donc les élus administrateurs avaient demandé une modification de la composition de la CAO en précisant que les collectivités actionnaires devaient être davantage représentées. Donc aujourd'hui, on avait simplement le président de la SPL qui était le seul élu présent, et aujourd'hui, au sein de la CAO, il y aura 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. Les recommandations 4 à 7 concernent essentiellement le système d'information de la société qui est jugé par la Chambre obsolète et très peu sécurisé. Donc il est donc demandé la mise en place d'un schéma directeur, d'une démarche d'urbanisation et d'un plan pluriannuel d'investissement. Il est aussi demandé la mise en place d'un plan visant à renforcer la sécurité du système d'information. La recommandation numéro 8 porte sur la mise à jour annuelle du plan qualité. La Chambre souligne le fait que les indicateurs de qualité ne sont pas suffisamment utilisés au sein de l'entreprise comme un véritable outil de pilotage. Enfin, la recommandation numéro 9 concerne la mise en place d'une stratégie de lutte contre la fraude qui génère, selon la Chambre toujours, un niveau élevé d'évasion de recettes qui sont supérieurs aux objectifs contractuels.
Enfin, si ce n'est pas une recommandation, la Chambre a souligné le rôle prépondérant joué par la société Transdev dans le pilotage de l'ex-Semitag, à même de mettre à défaut la prééminence des actionnaires publics au sein du conseil d'administration. Voilà, Sylvain. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'observation sur cette délibération? Oui, Monsieur Tovist. J'appuie fort. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la fin. Effectivement, si ce n'est pas une recommandation, le rapport montre quand même que, pour parler simplement, nous avons eu raison de constituer la SPL TAG et non pas forcément de mettre fin à la DSP de Transdev, mais en tout cas de se donner les moyens de contrôler réellement cette société, puisque quand même dans le rapport de la Chambre, à plusieurs reprises, il est indiqué que Transdev avait une prééminence effectivement assez importante dans la décision, allant jusqu'à, comme c'est dit, mettre en défaut la prééminence des actionnaires publics. En gros, pour parler franchement, c'était Transdev qui dirigeait. Bon, donc ça, il faut plus que ce soit le cas. Il y a deux autres points qui me semblent importants aussi. Alors un point sur lequel nous revenons régulièrement, qui est la lutte contre la fraude. On a des niveaux de fraude sur ce réseau qui sont extrêmement importants, bien au-delà de ce qu'on peut retrouver sur d'autres réseaux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on revient systématiquement, mais il va falloir quand même qu'on essaye de trouver une solution. Et puis je relirai aussi le point sur les indicateurs de qualité, pas suffisamment utilisés au sein de l'entreprise comme outil de pilotage. En tant qu'administrateur, moi, c'est aussi un peu ce que je constate. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de discussions, etc. Mais on a peu d'éléments d'objectivation et qui nous permettent de dire, ben voilà, en travaillant là-dessus, etc. Alors, je salue le nouveau directeur de la SPL TAG que j'ai vu tout à l'heure et je pense qu'il sait que c'est une de ses missions premières. Mais c'est véritablement important, me semble-t-il, qu'on puisse vraiment diriger cette société en se basant sur des indicateurs de qualité. Le rapport de la Chambre, de ce point de vue, souligne que le réseau est bien apprécié des usagers. Ça, c'est effectivement un point positif. Mais on voit bien qu'il y a encore des points d'amélioration. Et enfin, dernier point, je crois que la taxe est à peu près 70% des dépenses de fonctionnement du SMAG. Donc, c'est à relier directement avec la discussion que nous venons d'avoir avant. Si on veut investir, bah, ça veut dire qu'il faut dégager sur le budget de fonctionnement. Et quand on a un aspect qui en représente 70%, c'est là-dessus que notre effort doit porter en priorité. C'est bien d'aller gratter 0,2, 0,3 à tel endroit, mais c'est d'abord sur les 70% qu'il faut agir. Donc c'est vraiment très important que nous puissions avoir... à travers ce nouvel outil que nous avons créé, les moyens tout en maintenant la qualité, d'arriver à avoir une performance plus importante sur ce réseau. Merci. Monsieur Rosa a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur le rapport qui vient de nous être présenté, la remarque générale que je ferais, que c'est une gestion perfectible, mais plutôt de très bonne qualité. Plusieurs recommandations ont déjà été prises en compte, la 1 et la 3. Après, deux éléments à souligner, ça a été souligné dans l'intervention juste avant, c'est peut-être le partenariat très prégnant avec Transdev sur les éléments financiers et de gouvernance, qui est souligné ici par les magistrats, et du coup qui questionne le rôle des actionnaires publics à ce moment-là. Et puis après, un deuxième élément important qui, je pense, nécessitera un véritable travail, c'est le défaut sur le système informatique, enfin la cybersécurité, qui aujourd'hui est un sujet extrêmement prégnant dans toutes les sociétés, et encore plus dans les sociétés de transport. Et puis, pour conclure, on peut noter le point très positif sur la qualité de service rendu, ce qui est à la base demandé à MTAG. Donc ça, c'est plutôt extrêmement satisfaisant. Et la politique RH. Voilà pour les remarques. Merci. Merci. Monsieur Escaron a demandé la parole. Oui, juste, je vais en rajouter une petite couche, mais
Quand même, je trouve que traditionnellement, la Cour des comptes nous habitue à des remarques qui nous font toujours un petit peu sourire par on va dire, leur formalisme dans nos processus RH et compagnie, parce qu'on n'a pas le papier machin, on n'a pas ci, on n'a pas fait comme ça. Là, je pense qu'ils ont mis le doigt sur des choses plus importantes et qui soulignent un certain nombre d'observations que les uns ou les autres ont pu faire et sur lesquelles j'insiste depuis un moment. On s'est parlé déjà du pass numérique, enfin de toute l'affaire numérique. Donc là, la Cour des comptes ressort par l'angle sécurité, etc. Mais on a un véritable enjeu significatif sur tout cet aspect informatique. De la même manière, le processus achat, alors évidemment la Cour des comptes regarde plus l'aspect formaliste des marchés publics, etc. Mais on a une véritable difficulté sur le métier achat, c'est-à-dire sur notre capacité à acheter correctement et à optimiser nos volumes d'achat qui sont très significatifs en regard des investissements qui sont les nôtres ou ceux qu'on souhaite faire, d'une part, et d'autre part, de la part dans le fonctionnement des achats. Que ça soit de l'électricité, du gasoil, des vêtements, des machins, enfin, etc. C'est des volumes relativement importants. Et puis, je ne sais plus quel était le troisième dont je voulais vous parler, mais j'en avais trois. Oui, et puis les contrôleurs qui sont aussi, enfin ça a été redit, mais c'est aussi dans notre processus opérationnel quelque chose d'important. Et moi je pense que ces trois points-là, par exemple, éclairent bien le fait qu'on a une réalité opérationnelle qui n'est pas du tout satisfaisante. Pas du tout satisfaisante. Et quand on voit... le vice-président nous a expliqué un petit peu la vision dans son introduction, les perspectives qui sont les nôtres financièrement. Quand on voit l'appel qui est fait par TAG, notamment par rapport aux difficultés qui se présentent et puis qui sont une réalité sur les salaires, sur tout ça, je pense qu'il est vraiment urgent que notre syndicat s'assure que l'ensemble de ces processus soit vraiment mis sous contrôle et en progrès réel. Alors, voilà, on a un nouveau directeur général, on a etc., mais je pense qu'il faut vraiment suivre ça au millimètre parce que c'est une ossature fondamentale dans le fonctionnement de nos systèmes pour arriver à s'en sortir. Merci, effectivement, je crois que ce rapport est éclairant. Il conforte d'abord le diagnostic que nous pouvons avoir et surtout il donne des orientations intéressantes sur lesquelles nous sommes déjà engagés en partie et pour les autres, nous allons évidemment le faire. Je crois que c'est assez intéressant de constater cela. Je pense notamment au progrès que nous avons opéré sur la CAO et qui était quand même assez nécessaire et qui paraissait même de bon sens. Et effectivement, sur les remarques qui étaient faites à l'instant, il nous faut évidemment travailler sur tous ces axes-là. On voit bien que les enjeux sont importants et effectivement, je rappelle, c'est la Chambre régionale des comptes et pas encore la Cour des comptes qui nous envoie un rapport sur la TAG. Mais effectivement, la conclusion de cela, c'est ce que disait Dominique Escaron à l'instant, c'est que nous avons besoin d'avoir un lien extrêmement étroit sur les orientations que nous souhaitons prendre, et c'est d'ailleurs ce que nous allons engager avec les administrateurs, et je ne peux qu'inciter les administrateurs du SMAG à être très présents et à exercer évidemment leur contrôle analogue, comme d'ailleurs la SPL le requiert. Donc c'est évidemment un processus que nous allons poursuivre. Je crois que nous avons déjà fait une partie du chemin, mais il en reste évidemment encore à faire. J'en profite pour vous donner des nouvelles du président Trovero qui apparemment s'est trompé de lieu et qui donc ne peut pas être avec nous ce matin puisqu'il est allé dans les locaux de la métropole. Donc je l'excuse puisqu'il vient de nous le faire savoir. Voilà. Je vous propose donc de prendre acte de ce rapport puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de vote et nous en prenons donc acte comme cela se doit et nous allons passer à la délibération suivante. La délibération suivante est donc relative à la participation du SMAG le programme d'activité plus précisément du SMAG avec l'agence d'urbanisme pour l'année 2023. Donc il s'agit évidemment d'une convention que nous avons chaque année avec l'agence pour préciser le niveau... Je suis trompé, non ?
je me suis sur le niveau de programmation que nous avons avec l'agence. Donc il y a là évidemment une poursuite du travail. Cette relation est historique, comme vous le savez, puisque nous sommes liés depuis 1979 avec l'agence pour à la fois partager évidemment des éléments de diagnostic, mais aussi des analyses qui viennent enrichir nos actions. Je vous rappelle que le 15 décembre dernier, nous avions approuvé déjà la convention cadre entre 2023 et 2026 de lien entre donc, le syndicat et l'agence sur le travail, à la fois par une cotisation annuelle, mais aussi un programme de travail sur des actions de fond. Donc pour 2023, il est prévu que nous travaillons avec l'agence sur un accompagnement à l'élaboration de la mise en œuvre de nos documents cadres, comme cela était déjà le cas, mais il y a notamment tout un travail à poursuivre en vue de l'élaboration du plan déplacement mobilité, de la révision des schémas directeurs divers et variés. Pour continuer évidemment le suivi des projets de mobilité, et notamment des projets d'infrastructure, de transport, et puis bien sûr l'accompagnement à l'évaluation et à l'observation des sujets relatifs à nos thématiques. Donc cette convention d'application qui vient donc compléter ce que nous avons déjà adopté viendra donc ajouter une contribution à hauteur de 418 760 € pour l'année 2023 en plus de la cotisation annuelle. Donc il vous est proposé d'adopter cette convention d'application pour le montant évoqué. Y a-t-il des observations sur cette délibération? J'en profite. Oui, Monsieur Rosard. Merci. Juste deux remarques. En 2022, il est noté qu'il y a une étude qui a porté sur la recherche d'économie d'offres sur le cœur dense. Voilà, c'était savoir s'il était possible de communiquer cette étude. Et en 2023, c'est juste un questionnement sur le nombre de jours qui est prévu par l'agence. Il y a 40 jours qui sont prévus pour le dossier préalable aux études câbles dans le Grésivaudan et 10 au dossier préalable sur les extensions de tramway. Voilà, dans un contexte du coup de mise en place de ZFE, ça nous questionne tout simplement. Merci. Plusieurs points. Tout d'abord, sur l'étude à laquelle vous faites référence sur le cœur dense, le travail est engagé, est en cours, mais il n'est pas fini. Donc on n'a pas encore de rendu, et c'est un travail dont je rappelle qui est partenarial, puisque un groupe de travail de notre syndicat s'est constitué en la matière. D'ailleurs, une première réunion a eu lieu il y a peu à la URG, et donc l'ensemble des membres y sont représentés. Donc je pense que les informations circuleront facilement, mais bien entendu, quand les travaux seront finis, nous les partagerons ensemble. Ensuite, sur les jours qui sont indiqués, effectivement, ce sont des jours théoriques de travaux. Pour la plupart, ce sont des dossiers qui ne sont pas encore engagés, donc il n'y a rien de figé ou de bloquant sur ce point. Donc évidemment, après, s'il y a des ajustements à faire, nous pouvons tout à fait réviser en cours d'année les choses. Il n'y a là absolument aucune inquiétude à avoir. Le programme est riche, effectivement, et il y a des éléments qui sont prioritaires, mais on a aussi un travail très engagé sur le schéma directeur des parkings relais qui vient aussi alimenter évidemment le sujet ZFE. Donc nous avons un dialogue avec l'agence qui permet de s'adapter. D'ailleurs, l'année dernière, je crois qu'en cours d'année, nous avions révisé, ajusté cette convention. Je vous propose donc de la mettre aux voix, mais avant de vous préciser que nous avons plusieurs membres qui ne prennent pas part au vote du fait de leur présence au sein de l'agence. Je cite donc M. Béjaji, mais il n'est pas là. M. Bruno Catin, en tant que président, bien entendu. Mme Nadine Ruel n'est pas là. M. Henri Bayle, Mme Coralie Bourdelin, Mme Anne Gérin, Mme Sandrine Martin-Grand, M. Christophe Suzilo et Mme Joëlle Ours. Heureusement, il en reste quelques-uns. Non, il en reste quelques-uns. Je vous rassure, nous avons encore de quoi voter. Donc, qui est contre? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Non. Et hormis donc les non prises de part au vote, qui est pour? Je vous demande de lever la main pour que nous voyions bien que la délibération est adoptée. Oui, j'ai deux voix aussi. Je vous en remercie. Nous en venons maintenant à la participation du SMAG. Oui, d'ailleurs, j'invite les collègues à ne pas plus siéger au sein de l'agence, sinon nous allons avoir quelques problèmes pour faire adopter les délibérations. Nous en venons donc cette fois-ci à la participation du SMAG au sein du programme d'action de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année 2023. Donc là, nous sommes sur le même niveau d'engagement qu'avec la URG, cette fois-ci avec Atmo. Là aussi,
une structure bien connue pour définir évidemment le lien de nos engagements annuels avec le programme de travail qui va avec, et bien sûr l'engagement financier qui s'y rapporte. Donc cette fois-ci, nous avons une cotisation annuelle de 45 000 € et une subvention de 40 000 € pour donc financer les actions définies. Donc sur le partenariat, donc au titre de l'année 2023, nous aurons des accompagnements sur la gestion des épisodes pollués, comme cela est le cas depuis un certain nombre d'années. Évidemment, un accompagnement à l'élaboration du plan de mobilité, là aussi, des diffusions de l'indice Atmo bien connu, des accompagnements aussi à la sensibilisation sur la qualité de l'air et une amélioration du modèle air traffic qui nous apporte aussi quelques éclairages et bien entendu un suivi des effets de la ZFE mobilité métropolitaine. Donc on vous propose une reconduction de la cotisation annuelle de 45 000 € ainsi qu'une subvention de 35 000 € pour les actions que j'évoquais à l'instant. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois pas. Je vous propose de mettre au voie en vous précisant que je ne participerai pas au vote puisque je vous représente au sein de l'Assemblée générale. Pas d'abstention non plus. C'est donc adopté. Je vous en remercie. La délibération suivante. Subvention au collectif des ateliers d'autoréparation La Clavette. La parole est à Laurent Tovist. C'est bon, ça marche. Oui, donc effectivement, la Clavette, les objectifs, c'est de favoriser la pratique du vélo, de remettre notamment en circulation des vélos délaissés, en réemployant des pièces détachées et des matières premières, et puis de favoriser aussi les échanges entre les cyclistes et animer notamment des ateliers d'auto-réparation. Le programme d'action sur lequel l'association a demandé une subvention pour 2022, enfin le 12 décembre 2022, pardon, pour 2023 est le suivant. Susciter la création d'ateliers vélo, donc par la mise en place de ressources pour les groupes voulant démarrer un atelier, par l'aide à la formation des groupes locaux, par l'aide au développement des ateliers vélo, par l'accompagnement aussi individuel, et puis par la veille des appels à projets. Et puis deuxième volet, encourager la coopération entre ateliers vélo, par l'accompagnement à la structuration de la Clavette, le développement des outils de coopération existants, l'accompagnement des initiatives et le renforcement des relations avec les autres ateliers vélo en France et ailleurs. Un élément supplémentaire cette année, l'accueil des rencontres nationales de l'Eurocyclage qui a lieu du 20 au 23 avril. Voilà, donc pour 2023, une subvention de 44 000 € est demandée par l'association, dont 5 000 en fonds de soutien pour l'achat de fournitures et de mise à disposition des adhérents. Et puis donc une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour l'accueil donc de ces rencontres nationales. Voilà, le bilan a été annexé et donc il vous est demandé d'approuver les termes de la convention d'objectifs, d'autoriser le président à finaliser et à signer la dite convention et de fixer donc la participation financière du SMAG à 54 000 € pour 2023. Merci. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Si, pardon. Monsieur Florent Cholat, pardon. Non. Merci. Très rapidement, c'était pour féliciter. Je reparcourais le bilan de la Clavette. En fait, se féliciter du fait qu'on accueille l'événement au sein de cette subvention, à travers cette subvention. Puis du déploiement en fait très rapide et très important de tous ces ateliers de réparation sur le territoire et qui ont plus tendance à se répartir sur le territoire métropolitain. Je pense notamment à Chaîne de Vélo à Visil ou Vallée de la Grèce en transition. En fait, voir qu'il y a un vrai déploiement qui me semble on doit arriver à accompagner pour permettre aux personnes de tout le territoire de pouvoir réparer leur vélo de manière participative et d'avoir accès en tout cas à ce service-là. Sur le territoire métropolitain et au-delà, puisque nous avons des représentants sur le Voironnais et sur le Grésivaudan. Nous veillons à ce que cette action se déploie sur l'ensemble du territoire du SMAG, et ce qui d'ailleurs justifie notre soutien. Alors, je rappelle que nous sommes sur la compétence mobilité urbaine, donc seuls les délégués de la métropole et du Grésivaudan ont droit de vote. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération, des abstentions? C'est donc adopté, je vous en remercie. La délibération suivante est relative à un accord cadre de travaux d'aménagement des espaces publics
La parole est toujours à Monsieur Tovist. Tu me poses une colle parce que moi j'avais Sylvain Laval. Alors j'ai révisé les autres parce que j'en ai une autre un peu plus loin effectivement, mais pas celle-là. Je pense d'une erreur puisque normalement c'est Laurent Tovist qui rapporte, mais ce n'est pas bien grave. Je vais vous en dire quelques mots puisque il s'agit donc, comme son titre l'indique, d'accord cadre de travaux d'aménagement des espaces publics, notamment de manière mutualisée avec la métropole pour évidemment encadrer nos marchés lors de tous les travaux que nous faisons sur notre réseau avec l'aménagement des arrêts de bus et des espaces afférents. Donc c'est une délibération technique mais néanmoins utile dont il ne me paraît pas forcément nécessaire de rentrer dans plus de détails que cela, mais nous devons évidemment l'approuver après le passage évidemment également au sein du conseil métropolitain et devant la commission d'appel d'offres. Je vous propose donc de mettre aux voix cette délibération avec toujours les voix des délégués de la métropole et du Grésivaudan. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, c'est donc adopté. Je vous remercie. La délibération suivante est relative à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique et financière pour la passation de contrats d'exploitation de nos lignes de transport public. Donc là, vous le savez, nos contrats d'exploitation de nos réseaux de transport, à la fois le réseau MTAG et le réseau M2Go, arriveront à échéance en 2024 et il nous faut préparer le renouvellement de ces contrats. Et donc pour ce faire, nous souhaitons souscrire à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir travailler au renouvellement de ces contrats dans les orientations que nous souhaitons, à savoir tendre vers une unification du service qui est offert à nos voyageurs, quels que soient les territoires sur lesquels ils se trouvent, avec une exploitation harmonisée et l'objectif d'un réseau unique de transport à l'horizon de septembre 2024, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer. Donc pour ce faire, le groupement Sistra France FCL Pinta Avocat a été retenu dans le cadre de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 26 janvier dernier pour nous assister dans ce travail avec un marché qui est conclu pour une durée de 2 ans. Voilà donc l'objet de la présente délibération. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre aux voix avec les délégués de la métropole et du Grésivaudan. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, je vous en remercie. La délibération suivante est relative, toujours dans les mobilités urbaines, aux prestations d'animation de mobilité dans le cadre du dispositif MPRO. Donc là, il s'agit de signer l'accord cadre à bon de commande, donc portant sur les prestations d'animation de mobilité du dispositif MPRO bien connu, qui nous permet d'accompagner notamment les plans de mobilité employeurs au service des employés de ces différentes structures. Donc pour poursuivre la dynamique qui est engagée à la fois sur le territoire du Grésivaudan mais aussi sur celui de la métropole. En attendant, nous l'espérons un jour de rejoindre le Voironnais. Il s'agit évidemment d'harmoniser les tarifs, de travailler avec les PDME communs pour apporter toujours plus d'informations, de conseils aux salariés pour les accompagner sur les changements de comportement et valoriser les services de mobilité que nous pouvons apporter. Vous le savez, les outils sont nombreux avec un certain nombre de services, de tarifs également préférentiels qui permettent de conduire un certain nombre d'animations, notamment à travers des villages mobilité ou des conseils personnalisés. En 2021, nous avons eu 233 établissements publics et privés qui se sont engagés dans la démarche, ce qui représente une cible de 85 000 employés touchés par ce dispositif. Donc il s'agit ici de recourir à un prestataire externe pour nous assister dans la réalisation de ces prestations, avec un marché qui est composé en 2 lots géographiques. Là aussi, la commission d'appel d'offres s'étant réunie le 26 janvier dernier, elle a attribué ce marché au groupement Mon Univers, Natura Vélo Neos, et cet accord est conclu pour une période initiale d'1 an, reconductible 3 fois, de façon tacite. Voilà. Y a-t-il des observations sur cette délibération?
Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre aux voix, toujours avec les mêmes votants de la métropole et du Grésivaudan. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Le sujet suivant est une note d'information sur la création d'une consigne collective de vélos sur le secteur du Prisme à Cessin. La parole est à Monsieur Tovist. Oui, donc le vol de vélo, c'est le second frein à la pratique du vélo, juste derrière la crainte de circuler sur l'espace public faute d'aménagement. En France, 400 000 vélos sont ainsi volés chaque année. Je ne sais pas si on a les chiffres sur la métropole grenobloise, mais vous voyez que c'est considérable. Donc on a développé sur le territoire du SMAG un réseau étoffé de consignes de vélos. À ce jour, 2500 places en consigne, couvrant 31 communes, et 100 sites de consignes en service, tout type confondu. Bon, je vous passe sur les modèles, hein, vous les avez dans la note. En termes d'usage, on comptabilise 1200 contrats en cours, soit un taux de remplissage qui est de l'ordre de 50%, alors qu'il varie bien évidemment selon le type et la localisation des consignes, 91% des abonnements pour un an, et puis, puisque les usagers peuvent demander la pose de mini-box, une soixantaine de demandes de pose de mini-box. Voilà, je passe aussi sur les places dans les parkings. Et j'en viens donc à la consigne du prisme. Donc dans le cadre de cette politique de consigne, le prisme a été identifié comme cible prioritaire pour renforcer les capacités existantes en consigne vélo, puisque depuis la création, 5 dispositifs légers de consigne ont été successivement installés du fait de la demande et sont quasiment toujours pleins. Hein. Si aujourd'hui le Prisme est équipé de 3 mini-box et de 2 M-Vélo Box qui totalisent 35 places. Il a donc été proposé de remplacer ces dispositifs de consigne de petite capacité par une consigne collective de 80 places. Donc les études ont été menées 2022, une demande de permis de construire a été déposée et le permis a été accordé en novembre 2022. Il est donc prévu sur 2023 la réalisation de cette consigne selon le planning suivant. Premier semestre, travaux de VRD et construction de la consigne en atelier. Et ensuite, mi-2023, pose et raccordement de la consigne, puis mise en service. Vous avez le modèle, vous avez la photo du modèle qui est prévu. C'est un modèle Cigogne de l'entreprise Altinova qui est basée dans la région de Saint-Étienne. C'est le modèle similaire qui est déjà installé à Jean Prévost à Sassenage, voilà, avec toiture végétalisée, éclairage intérieur LED, etc. Enfin, tout le confort sur le palier, comme disait Coluche. Budget prévisionnel, 300 kg qui se décompose en 175 kg de mobilier et 115 kg, est-il précisé dans la note, grosse maille, donc c'est du prévisionnel, pour les VRD. Voilà. Une demande de subvention sera réalisée via le programme Alvéole Plus, qui peut subventionner jusqu'à 1 200 € la place, soit potentiellement 96 kg sur les 300, ce qui ne nous en laisserait que 204. Que 204. Merci. Y a-t-il des observations sur cette question, Monsieur le Président Bayle? Oui, j'ai une question, Laurent, mais qui n'a pas de rapport tout à fait direct avec ce que tu viens de présenter. Mais je vois qu'il y a 17 consignes de petite taille sur le Grésivaudan. Est-ce qu'on peut avoir un bilan de l'usage de ces 17 consignes? Je pense que monsieur le directeur se fera un plaisir de demander à ses services de nous fournir le bilan. Très bien. C'est ce à quoi je m'attendais, mais au moins la question est posée. L'engagement est pris. L'engagement est pris et noté. Donc nous allons effectivement opérer un bilan de ces consignes, d'ailleurs peut-être sur l'ensemble du territoire du SMAG et en territorialisant effectivement les informations. Je pense que ce serait intéressant. Oui, absolument. Ça pourrait...
c'est un métier permanent de réactualiser effectivement les implantations. Madame Bourdelin. Pour repréciser, l'autre jour on parlait de celle par exemple du pré de l'eau où au départ ça avait démarré lentement et qui maintenant est bien occupé en fait. Donc voilà, ça dépend aussi de qui ne marche pas. Après il faut revoir les implantations effectivement. On peut espérer que celle suite aux travaux qui sont faits et les bus qui vont s'arrêter à Saint-Imier sur les PEM, là ça pourra a priori être intéressant. Oui, je disais, les petites, elles se déplacent facilement, hein, donc on peut effectivement être dans la gestion. Les grosses, il faut être sûr de son coup. Sur le prisme, on ne prend pas un grand risque, hein, parce qu'on est sur un terminus de tram, il y a des années de... Voilà, on sait que naturellement, en plus compte tenu de la topographie de Cessin, voilà, on sait qu'il y a des gens qui viennent à vélo à cet endroit-là, donc on ne prend pas grand risque, hein, sur les 80 places, je pense. À la fois un bilan et puis une actualisation est intéressante, et peut-être notamment au niveau du Grésivaudan avoir un dialogue avec les communes pour voir le retour d'usage qu'elles ont de celles qui existent, et peut-être aussi des besoins nouveaux qui pourraient apparaître là-dessus. Évidemment, il faut qu'on soit attentif. Oui, voilà, donc merci pour cette note d'information fort intéressante. Nous allons maintenant passer dans le domaine des multimobilités à une délibération relative au schéma directeur des parkings relais et des aires de covoiturage. La parole est à la vice-présidente Anne Gérin. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'en arrivant ici, on a tous vu combien les axes routiers ou autoroutiers peuvent être saturés. Et avec la perspective de la mise en place de la ZFE, le SMAC doit être effectivement force de proposition sur des solutions un peu alternatives à l'autosolisme. Et je pense que le schéma directeur qui vous est proposé peut répondre à un certain nombre de solutions et de problématiques. Donc très rapidement, parce que la délibération est très complète. Donc depuis 2021, l'élaboration d'un schéma directeur des parcs relais et des aires de covoiturage a été entrepris par le SMAG pour effectivement à la fois adapter le dimensionnement de nos capacités de rabattement et répondre aux objectifs de report vers des alternatives à l'usage individuel de la voiture. Donc cette délibération vise à valider les principaux enseignements des premières étapes de ce travail qui a été réalisé avec l'appui de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, et ça nous a permis à la fois de dresser un diagnostic des capacités actuelles de stationnement, parking relais et aires de covoiturage, avec une réalisation d'enquête d'occupation, d'estimer l'évolution du besoin en tenant compte de la mise en place de la zone à faible émission et de définir des principes de conception et de fonctionnement de ces parkings relais existants et futurs. Les principaux enseignements du diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, donc, il existe sur le SMAG 46 parkings P+R avec une capacité de 5170 places, donc 24 parkings sur la métropole, 11 dans le Voironnais, 11 dans le Grésivaudan. On a des parkings avec des tailles très variables qui vont de 20 à 490 places et des configurations soit des parkings qui sont desservis par des transports collectifs, soit le réseau TER, soit le réseau car, soit à proximité d'échangeurs routiers ou sur des tracés de lignes de covoiturage. Les taux d'occupation sont très variables. Il y en a 9 qui sont complètement saturés. Ce sont ceux qui sont en limite du cœur métropolitain, sur l'Esplanade, le Sablon, Cessiné. Au sud de Voiron, en lien avec les lignes express, donc Champfeuillet, Plan-Menu, Le Gué-Giratoire. Et dans le Grésivaudan, on est sur les parkings relais les plus saturés sont autour des gares, celle de Pontcharrat-Brignoux et au niveau de Crolles-le-Rafour. On a 6 parcs relais qui sont proches de la saturation.
qui sont là aussi en lien avec les lignes chrono, donc Mélan, le Verderet, celle des gares de Moiran, Vorep, Goncelin, et en proximité des lignes de Car Région, Le Touvet, Grande Terre. On a ces fameux parkings relais institutionnels, mais on a aussi tout ce qui est informel. Et là, le diagnostic a permis d'identifier 17 sites de rabattement informel. Donc aujourd'hui, on est à un global de 3100 places occupées dans les parkings relais et 1600 places occupées sur des sites informels. Par ailleurs, on a pourtant 2000 places de parking relais qui ne sont pas occupées, donc avec plusieurs raisons, puisque certains ne trouvent absolument pas leur public. On a l'exemple flagrant de celui de Grenoble-Catane, qui est en plein cœur de la ville de Grenoble et de la métropole. Et donc, une fois que l'automobiliste est arrivé, en règle générale, il continue. D'autres sont sur des secteurs où l'offre de transport en commun est peu attractive, donc Briey, Domaine ou Coublevis, et d'autres où les usagers peuvent avoir des facilités à se garer à destination, mais qui limitent l'intérêt d'un rabattement en amont, celui du Parvis à Voiron. Et certains parkings relais offrent, à côté, il y a une offre importante de stationnement gratuit et non réglementé, notamment autour des gares de Rive et Chirol ou du Prisme à Cessin. Certains sont peu visibles. Donc en fait, avec la création de 10 parkings relais et 5 projets d'extension, les projets actuellement programmés porteraient en totalité le nombre de places à 6600 avec un horizon 2030. 2 projets supplémentaires pourraient être programmés à condition que les haltes ferroviaires qui sont prévues voient le jour, et on pense notamment à Tencin, voire Champs-sur-Drac sur du plus long terme. Ça fait rire quand j'évoque Tencin, visiblement. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'on fera au fur et à mesure. On a aussi des parkings relais qui sont dans des zones contraintes, notamment avec des risques technologiques ou naturels. Donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir une adéquation entre ce qui existe actuellement et nos besoins futurs. Les besoins futurs, ils ont été calibrés par secteur en se plaçant sur l'horizon 2030, c'est-à-dire lorsque seuls les véhicules critères 0 et 1 seront autorisés à circuler sur la ZFE. Donc on est sur une méthode d'estimation. On peut y avoir certaines limites à ces estimations, notamment les estimations sont beaucoup calibrées sur les flux domicile-travail à date, et on ne sait pas comment ça peut évoluer, notamment avec les lieux de travail, les croissances de population et les croissances d'emploi. Donc tout cela sera ajusté au fur et à mesure. On a certains parkings relais qui ne trouvent pas leur public et qui sont sur des fourchettes basses. Et donc, le nombre de places programmées doit être supérieur à la demande estimée pour pouvoir considérer qu'on répond de manière satisfaisante aux besoins. Les estimations des besoins futurs a été faite sur l'ensemble du territoire et ça a permis d'identifier à la fois les capacités de rabattement au-delà des projets qui sont déjà programmés. Donc on estime des besoins de renfort sur des secteurs comme les coteaux de la métropole, la descente du Vercors, notamment sur les secteurs de Cessinay, Parisé et Cessin, le sud de la métropole avec les secteurs de Visil et de Vif, les principales gares du Voironnais et du Grésivaudan, Rive, Vorep, Pontcharrat, Brignoux, le secteur de Voiron et le sud de la rive droite du Grésivaudan, entre Crolles, Bernin et Montbonneau, près de l'eau. Donc, il y a un atlas annexé à la délibération qui permet de voir de façon cartographique toutes ces analyses.
Au-delà de ces principes, au-delà de ça, on a besoin aussi de concevoir comment mettre en place ces parkings relais et leurs principes de fonctionnement et de conception. Le principe retenu dans les principes généraux, c'est d'avoir un objectif de favoriser le rabattement des automobilistes au plus proche de leur domicile et en amont des congestions qui sont récurrentes. Donc on a un système qui s'appelle des parkings relais enchapelés qui vise au niveau de chaque gare ou d'échangeur routier ou autoroutier d'avoir une convergence avec des lignes structurantes, soit de transport en commun, soit de covoiturage. En complément, pour capter les flux liés aux coteaux et aux secteurs en limite du périmètre de la ZFE, il est proposé de localiser les parkings relais aux limites du cœur métropolitain, en lien donc avec les lignes de tram ou de bus chrono, et de travailler finement sur les possibilités d'exclusion de certaines voies d'accès à des parkings relais qui seraient situés en limite inférieure de la ZFE. Il est aussi nécessaire d'avoir une bonne recherche de cohérence entre l'urbanisme et les transports, et notamment de tenir compte des projets urbains qui pourraient être portés par les communes en lien avec les lignes de transport structurantes, et assurer une veille pour avoir effectivement, le cas échéant, des opportunités foncières. Les politiques locales de stationnement doivent être cohérentes autour des parkings relais. Et donc là aussi, il est nécessaire de bien avoir une bonne collaboration avec les communes afin que le bon fonctionnement d'un parking relais soit bien intégré dans la gestion des espaces de stationnement tout autour, et notamment de la voirie. On a réfléchi à des référentiels de services pour pouvoir bien identifier ces parkings relais, notamment avec des totems de signalisation sur l'ensemble du territoire, des panneaux d'information multimodales qui soient visibles, lisibles et à jour. On doit garantir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On doit aussi travailler à des cheminements piétons sécurisés, les plus directs possibles vers ces parkings relais. Travailler tout ce qui est lié à l'accueil des vélos, avec soit des arceaux de stationnement, soit des consignes. Et bien référencer les points de covoiturage, et notamment les lignes M-Covoit-Ligne Plus, pour pouvoir permettre d'y avoir accès de façon importante. Tenir compte des points de recharge électrique lente. Alors ça, ce sera aussi à travailler dans le cadre de la réglementation issue de la loi climat et résilience. Veiller à avoir des éclairages, de la propreté et de l'entretien régulier de toutes nos installations, et d'autres services pourraient être nécessaires en cas de besoin, des services en lien avec la réparation des cycles, des bornes de covoiturage dynamique, des places pour l'autopartage, la signalisation des places réservées au covoiturage et l'équipement de vidéoprotection si nécessaire. Le fonctionnement et les modalités d'accès doivent être aussi travaillés avec 3 types, soit des parkings relais à accès contrôlé et gardiennés, soit des parkings relais à accès contrôlé automatiquement sans présence humaine, et des parkings relais à accès libre sans barrière. Les modalités de fonctionnement doivent permettre de garantir que les places qui sont réservées à ces parkings relais soient utilisées pour du rabattement vers des modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture. Pour chaque parking relais, une analyse au cas par cas doit permettre de définir les modalités de fonctionnement en tenant compte de critères comme l'environnement immédiat, notamment la densité urbaine et le type d'activité, et la disponibilité et la politique de stationnement sur les voiries aux alentours. Donc, en milieu urbain, on fera des focus un peu plus axés sur les conditions d'accès, notamment pour éviter que les abonnés des transports en commun utilisent le parking relais comme un parking résidentiel. Là, c'est un travail important de sensibilisation à faire.
Sur le territoire métropolitain, MTAG est responsable, dans le cadre de son contrat de DSP, à la bonne exploitation des parcs relais et notamment de leur entretien. Donc tout ceci fait partie des échanges que nous avons avec MTAG pour pouvoir adapter ces parkings relais, et doivent nous proposer et réaliser une action destinée à améliorer ce service. Et notamment, il est prévu à partir du mois de septembre de mettre en place des valideurs en entrée qui contrôlent l'ouverture des barrières et en prenant compte de tous les titres de transport, y compris celui de l'open paiement par carte bancaire et aussi par le pass mobilité, le covoiturage, la consigne. Il faudra qu'on réfléchisse à des propositions d'évolution de ces modalités d'accès au parking relais métropolitain en lien avec les services du SMAG et de MTAG, pour éviter effectivement tout ce qu'on appelle voiture ventouse, tout en répondant malgré tout sur des périodes spécifiques, notamment les soirs et les week-ends, sur la complémentarité d'usage de nos parkings, parce que tout ceci prend effectivement de la place, et quand on est dans une démarche ZAN, il va falloir réfléchir de façon cohérente. Donc on travaillera aussi sur des principes d'éco-conception pour limiter ces espaces, l'imperméabilisation des sols, et aussi dans un souci d'optimiser nos investissements en termes financiers, en privilégiant le cas nécessaire la mutualisation avec d'autres usages, avec des parkings existants, salles de spectacle, supermarchés, complexes sportifs. Si on a besoin de procéder à une extension, de vérifier si un changement de modalité du fonctionnement ne suffirait pas à répondre aux besoins, et notamment en mettant en place un contrôle d'accès, prévoir dès le départ l'évolutivité des capacités, avec des études préalables dans une période de phasage, et pour tenir compte de l'évolution des besoins. On a effectivement à la fois dans le cadre de la loi climat et résilience, mais aussi donc dans l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Donc il faut vraiment qu'on conçoive nos futurs parkings relais dans cet objectif. Par ailleurs, sur la métropole, il y a déjà des règles qui imposent à la fois la végétalisation d'une part et la production d'énergie renouvelable. Donc, ces points sont déjà inscrits dans le PLUI de la métropole. Et on propose aussi d'établir un guide de conception de ces parkings relais lorsque les décrets d'application seront tous publiés. Donc, au-delà de ce diagnostic, on va aller vers la définition d'un plan d'action détaillé. Ce plan d'action du schéma directeur des parkings relais et des aires de covoiturage proposera pour chacun des sites, soit parc relais existants, projets ou les sites informels, une ou plusieurs actions parmi les 9 qui vous sont décrites dans la délibération, et on aura donc des réponses graduées et adaptées en fonction de la situation actuelle du parking relais ou de son évolution future. Et lorsqu'un besoin de création ou d'extension sera confirmé, l'analyse foncière réglementaire sera approfondie en lien avec la commune, le gestionnaire de voirie concerné, pour identifier les parcelles éventuellement mobilisables et engager des études préalables. Donc, dans notre programmation financière pluriannuelle, il est proposé de prévoir un budget annuel de l'ordre de 50 000 € pour pouvoir réaliser ces analyses et ces études préalables nécessaires avant de passer à la réalisation des différents projets. Donc, il est proposé au comité syndical du SMAG de valider ce schéma directeur, notamment sur l'augmentation des besoins globaux de rabattement à l'échelle de tout le SMAG, les principes généraux de conception et de
fonctionnement des parcs relais et on va engager donc ce plan d'action pour définir un schéma directeur en 2023 qui sera intégré au futur plan de mobilité. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur le vice-président Luc Raymond. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais saluer ce rapport parce que c'est très important d'avoir ce schéma directeur qui est quand même stratégique pour tout le développement des transports en commun, mais aussi du covoiturage. Et d'avoir cette vision à moyen long terme, c'est très important et ça permettra d'absorber toutes les évolutions futures du développement des différents systèmes de mobilité. Alors j'avais juste une petite remarque, mais bon, je suis daltonien, j'ai du mal à voir les couleurs. J'ai l'impression que le P+R du Parvis, il est sur Voiron, est classé en pas de saturation, si je me trompe pas dans la couleur. Mais je suis et alors qu'il est quand même aujourd'hui, il tend de plus en plus vers la saturation, comme il y a la ligne express qui a été mise en place par la région. Aujourd'hui, c'est un parking qui est en voie de saturation assez rapide. Donc je voulais juste vérifier la couleur, comme je suis désolé. J'ai pas le détail de parking relais par parking relais sous les yeux, mais on vérifiera. Et de toute façon, c'est vrai que on se rend compte aussi que on a fait une image à l'instant T et que les modalités aussi de fonctionnement évoluent très très rapidement. Et donc, avant de partir sur un dispositif, effectivement, on est en capacité de réévaluer de façon régulière le taux de saturation et effectivement de prioriser ceux qui sont les plus saturés. C'est ça. Merci Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui, Monsieur Spindler. Oui, alors c'est quelque chose de très important et c'est très bien qu'on travaille collectivement sur ces sujets. Alors moi j'en parle comme maire de La Tronche avec le parking du Grand Sablon qui est très saturé. Et nous on a toujours dit il faut qu'il y en ait en amont pour que ça puisse être effectivement efficace. Alors je voulais surtout intervenir sur un sujet que j'ai déjà interpellé le président Laval sur. On a tous dans nos communes des citoyens très attentifs à tout ce qui se passe, notamment sur les sujets de consommation d'énergie. Donc moi je suis régulièrement alerté par une personne qui estime que le parking du Grand Sablon c'est Versailles toute la nuit avec un éclairage permanent. Donc vous parliez d'éco-conception, il faut qu'on travaille aussi à ce qu'on puisse avoir des installations qui concilient à la fois la sécurité, puisqu'il faut qu'on puisse à toute heure aller récupérer sa voiture en sécurité, et puis aussi ces sujets d'économie d'énergie dans lesquels toutes nos communes travaillent aussi, qu'on puisse avoir cette cohérence. Donc c'est voilà ce travail qu'il faut faire dans tous nos équipements. Si Monsieur Farley a demandé la parole. Oui, merci. Il faut aussi avoir une réflexion, je pense, sur les entrées de territoire, notamment, enfin, c'est tout autour de la métropole, mais nous, dans le sud, on est en entrée de territoire et les gens traversent nos communes, souvent tout seuls dans leur voiture, ils viennent d'autres communautés de communes. Le Trièvre, les Commiers ont cette problématique et d'avoir des parkings relais en entrée de territoire avant nos villages, ce serait aussi quelque chose d'intéressant, je pense, pour la circulation dans nos communes, sur les départementales, anciennement départementales, sur lesquelles on a des problématiques, notamment de vitesse et de sécurité. Si on pouvait avoir des parkings relais en amont, je pense que ce serait intéressant. Madame Martin-Grand. Oui, merci Monsieur le Président. Donc moi, je me félicite de ce schéma directeur qui à la fois propose une organisation des mobilités sur
sur le territoire, mais aussi pour les territoires périphériques, et qui est une première réponse à la mise en place de la ZFE. Vous connaissez la position de la majorité départementale sur la ZFE et la demande de report, notamment dans l'attente de solutions. Et puisque nous avons une grande inquiétude pour les habitants des territoires périphériques, et notamment les plus précaires sur l'accès à la ville-centre et à la métropole. Et donc, ça a été dit plusieurs fois, je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions, et ces solutions, elles doivent arriver avant la mise en place de la ZFE. Donc, c'est une première réponse, et ça n'a, je sais, pas échappé à un certain nombre d'entre vous qui étaient présents au vœu du président du département aux archives départementales. Le président a annoncé que le département était prêt à soutenir plus fortement la mise en place de ces parcs relais et de covoiturage, voilà, pour essayer d'accélérer cette mise en place et d'apporter une réponse à la ZFE. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Audon. Oui, Monsieur le Président, merci. Juste une petite remarque concernant les parkings relais. Je parle de celui de JR, par exemple, qui est très bien placé, mais qui est peu utilisé. Quand on fait un sondage un tout petit peu sur les gens qui habitent autour, cette solution est peu envisagée, alors qu'elle est vraiment pertinente parce que le tram permet une entrée en agglo vraiment centrale. Et je me demande s'il ne faudrait pas penser ou retravailler sur l'affichage ou sur favoriser au moins le test, et un test qui soit positif. Et je l'avais redit sur un point qui était un peu embêtant puisqu'il m'était revenu de mes habitants. Par exemple, si vous prenez un ticket de tag classique et que vous prenez le train entre JR et Grenoble, vous faites verbaliser parce que les contrôleurs de la SNCF n'ont pas les moyens de valider sur leur système le ticket. Il faut avoir une carte obligatoirement dessus. Oura. Donc c'était juste des petits points comme ceci, et comme j'ai eu des retours sur des gens qui l'utilisent, c'est-à-dire qui disent tiens, je vais aller prendre, je monte à Paris, plutôt que venir avec ma voiture jusqu'au centre, je vais poser ma voiture. Une expérience désagréable nous donne, on va dire, une mauvaise publicité sur beaucoup de personnes. Et je pense que c'est important de regarder cette liaison-là pour la favoriser. Merci. Madame la vice-présidente. Effectivement, on a bien identifié, par exemple, le parking relais de JR, sur lequel, en fait, l'accès est peu intuitif. Donc là, il faut qu'on soit imaginatif parce qu'il existe. Donc, il faut permettre son utilisation et comment, effectivement, on fait évoluer. Après, les dispositifs liés, effectivement, à l'accès TER, tram, etc., avec un billet individuel, je crois qu'effectivement, c'est un autre sujet. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. En tout cas, moi, je voudrais à la fois remercier la vice-présidente pour la présentation très complète de cette délibération, qui n'est pas un petit sujet et qui mérite que ce matin, notre syndicat s'y arrête. Saluer aussi le travail qui a été engagé de manière partenariale avec notamment l'agence d'urbanisme et le SMAC pour aboutir à ce travail. Alors nous, certes, nous ne partons pas de rien, il faut aussi le dire et le rappeler. Il y a un travail qui est engagé depuis des années dans ce territoire, à la fois au niveau de la métropole, mais aussi du Voironnais et du Grésivaudan, puisqu'on a évidemment un sujet qui dépasse les frontières administratives classiques et qui doit bien résonner à grande échelle et celle du bassin de mobilité. C'est le sens même de notre syndicat. Moi, je souhaite aussi marquer ici l'engagement de notre syndicat sur ces questions, puisqu'on entend parfois ici ou là que nous serions en retard ou qu'il faudrait prioriser. Et bien précisément, nous y sommes. C'est-à-dire qu'à notre niveau et sur notre champ de compétences, nous réalisons le travail de ces constructions de ces parkings relais dans des logiques de rabattement sur l'ensemble des services de mobilité, en connexion évidemment avec les gares ferroviaires, en anticipation du RER, puisque je le redis, le SMAG lui fait son travail et sera prêt bien avant les échéances annoncées, tout comme cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de la ZFE à venir, où nous aurons là aussi un schéma cohérent en connexion avec l'ensemble des services. Mais il faudra aller plus loin, et nous y travaillons d'ores et déjà, notamment avec la métropole,
pour que les habitants, notamment des territoires périphériques au territoire métropolitain, puissent se rabattre sur ces parkings relais. Donc il y a un travail fin de raccordement de ces parkings relais par rapport aux voiries qui permettent d'y accéder, y compris parfois en exonérant sur quelques connexions pour pouvoir venir se garer et bénéficier ensuite des services de mobilité, que ce soit du transport en commun, du vélo ou autre. Donc ce travail est engagé au niveau de la métropole et il est absolument essentiel. Et il est vrai que tout cela doit s'articuler en bonne intelligence avec la ZFE, au-delà des opinions des uns et des autres. Je crois que c'est à la fois la complémentarité et la souplesse qui nous permettront de réussir cet exercice. Et nous le voyons bien d'ailleurs dans l'enquête qui a été conduite auprès des habitants qui se sont exprimés sur ces sujets. Ils demandent fortement à ce que les connexions au parking relais soient pensées, soient exonérées quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause la logique de la ZFE, mais il était fait allusion tout à l'heure au parking relais Catane, qui est en bordure de l'autoroute, qui elle n'est pas soumise à la ZFE. Il paraît logique que la connexion soit assurée, et peut-être d'ailleurs que ce parking relais gagnera en utilisation avec l'arrivée de la ZFE. Donc il y aura aussi des usages à constater, des tests à faire sur l'évolution notamment de ceux qui ne sont pas suffisamment remplis aujourd'hui et qui pourraient devenir beaucoup plus attractifs demain avec la ZFE. Donc là-dessus, nous serons attentifs pour observer les évolutions d'usage. Et puis, et ça a été souligné aussi, il faut le dire, il y a des places disponibles dans nos parkings relais, ils sont loin d'être tous saturés, donc il y a encore de la marge sur l'existant, et ça je crois que c'est quelque chose d'intéressant avec la ZFE à venir, et bien sûr il faudra continuer à construire ou à aménager des nouvelles connexions comme nous le faisons sur l'ensemble des trois territoires et dans une logique qui dépasse évidemment la simple frontière administrative de la ZFE, puisque plus nous serons en amont, plus nous serons efficaces. Mais encore une fois, nous ne le ferons pas seuls. Cela dépend aussi de l'infrastructure ferroviaire qui a un rôle central sur ce sujet. Nous connaissons bien la difficulté du dossier, mais aussi des connexions avec les autres services et notamment les cars express qui sont aussi un vecteur très important. Et je veux peut-être ajouter 2-3 petits points sur des remarques qui ont été faites. Alors, maire de La Tronche soulignait le parking relais du Grand Sablon, bien connu, puisque cette remarque, effectivement, est aussi remontée jusqu'au service du SMAG. Donc, cet usager, évidemment, constate des choses que nous entendons tous. Après, voilà, c'est le temps de réaction sur des systèmes qui sont plus anciens et qui n'ont pas été pensés comme tels à l'époque où ils ont été construits. Et la société MTAG, qui est gestionnaire du parking, a été saisie de ce sujet, elle le sait. Elle s'en occupe, alors ça prendra un peu de temps. Il faut parfois que nos habitants, nos citoyens et nos usagers soient un petit peu patients. Pour autant, l'objectif, il est partagé et nous ferons évidemment évoluer ce parking plus ancien pour qu'il ne s'éclaire pas tout le temps, en tout cas sur une partie. Mais j'en profite pour souligner que ce travail, il a déjà été fait depuis un certain temps sur notre parc de parking relais et que d'ailleurs, sur les plus récents d'entre eux, nous éteignons d'ores et déjà la lumière après les heures de fonctionnement de service, que nous sommes passés sur des éclairages en LED, que nous sommes aussi sensibles à la désimperméabilisation des sols, etc. Et je veux citer le bel exemple du parking relais de Réaumont-Saint-Cassien que nous inaugurions il n'y a pas si longtemps que cela et qui en est la belle illustration. Donc il y a un travail à faire sur le parc plus ancien, bien sûr. Nous y travaillons au niveau du SMAG et parfois aussi avec les opérateurs quand il s'agit de MTAG par exemple. Et puis dernier point non négligeable, et cela a aussi été dit, c'est la question de l'usage. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de gens qui n'ont rien à y faire dans nos parkings relais et qui prennent des places indûment et dont nous allons avoir bien besoin avec la ZFE, mais de manière générale pour favoriser l'usage de nos services de mobilité. Donc là, il y a un travail important à faire, là aussi, notamment avec l'opérateur MTAG, sur le contrôle d'accès pour que nous nous retrouvions bien avec des véhicules qui y sont là pour la bonne raison, c'est-à-dire pour basculer ensuite sur du service de mobilité et ne pas simplement venir y trouver du stationnement gratuit et facile, parce que nous avons besoin de regagner de la capacité, notamment sur certains parkings qui sont en frontière de première couronne métropolitaine. Voilà, en tout cas, merci pour ce travail qui, comme cela a été dit, va se poursuivre et devra s'actualiser régulièrement et sur lequel nous serons au rendez-vous. Et je salue l'engagement de l'ensemble des partenaires et des membres du SMAG, parce que si nous avançons bien sur ce dossier, c'est aussi parce que les 3 intercommunalités et le département s'y engagent et apportent les financements. Ce qui prouve que quand nous travaillons collectivement, comme nous le faisons ici, eh bien, nous apportons des réponses concrètes et qui sont au rendez-vous pour nos usagers. Je pense que cela devrait nous éclairer sur d'autres dossiers sur lesquels nous avons la même détermination, et je pense notamment au RER métropolitain. Je vous propose donc de mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions, c'est donc adopté à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante est relative à une convention de mandat pour la gestion de recettes sur les services de recharge pour les véhicules électriques en parking relais. Alors vous le savez, le SMAC dispose d'un certain nombre de parkings relais puisque nous en parlions à l'instant. Il faut aussi partiellement équiper ces parkings de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et donc nous avons pour ce faire conclu une convention de groupement de commandes avec Grenoble-Alpes Métropole qui elle-même gère des parkings et exploite et installe des bornes. Afin de mutualiser tout cela, c'est actuellement la société Bouygues Énergie qui gère l'exploitation avec un marché qui arrive à échéance en mars de cette année. Et donc une consultation a été lancée par appel d'offres pour la gestion de ces futures bornes. Et la commission d'appel d'offres qui s'est réunie en janvier dernier a désigné à nouveau Bouygues Énergie comme titulaire de ce marché. Il s'agit donc par cette délibération de mettre en place une convention de mandat pour le transfert des recettes. Elle permettra également, je le précise parce que c'est souvent une demande, l'interopérabilité avec les autres réseaux de bornes de recharge. Et nous avons pour cela conventionné avec la plateforme nationale du JREV pour les connaisseurs. Cela permettra aux usagers de ne pas avoir à changer de carte en fonction du système de recharge auquel nous serons confrontés. Voilà donc l'objet de cette délibération que je vous demande d'approuver. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. C'est donc adopté, je vous en remercie.